La question est de savoir, est-ce que Kagame il oublie que les FDLR n'ont jamais traversé les frontières pour nuire à son pays? Et voilà la réponse. La réponse est là. Jamais. Pourquoi ils cherchent, je dirais, la poux sur une tête d'un monsieur qui est chauve? Non. Parce que, soi-disant, ce FDLR ici à Kinshasa n'ont jamais, je dirais, attaqué, tiré une balle vers le Rwanda pour provoquer Kagame. Non, jamais. Pourquoi ils cherchent toujours à se cacher, à se cramponner derrière le FDLR, pendant que la grande question, c'est son soutien? Pourquoi M. Kagame, à chaque sommet, à chaque rencontre de chef de l'État, il a toujours eu une ferme décision de dire que moi, je n'ai pas un problème avec la RDC. Si vous voulez que cette guerre prenne fin, allez négocier avec le M23. Mais c'est un problème des Congolais. Pourquoi toi, tu t'y mets comme si c'était toi qui étais en cause? Et lorsque il y a de militaires rwandais qui sont abattus ici au Congo, en République du Congo, nous avons des tenus, nous avons des images, nous avons de cartes. Ils viennent faire quoi? Est-ce que vous, est-ce que vous ne voyez pas que accuser le parent, parce qu'il y a Maître Mutamba qui l'a dit, le ministre Mutamba, et même le ministre Jacquemin l'a dit aussi. Vous l'avez dit aussi pendant nos discussions, vous avez dit qu'il y a les parents qui n'ont plus le moyen de prendre en charge leurs enfants et les enfants deviennent rebelles. Alors maintenant, comment accuser le parent que vous connaissez que vos enfants sont des Koulouna? Et nous avons démontré bel et bien ici que, en tout cas, la majeure partie des Koulouna n'ont pas de parents, n'ont pas vraiment un truc sur leur tête. Mais pourquoi maintenant accuser un groupe minime, infime, dire que non, vous êtes responsable et faites ceci, faites ça? Vous ne voyez pas que c'est une fuite en avant du gouvernement? Non, pas nécessairement. Moi, en tant que professionnel de droit, en tant que parent aussi, je dis que ces parents qui gardent leurs enfants sous prétexte parce qu'ils n'ont pas de moyens. Par rapport aux gens qui créent du mal, ce nombre-là est minime. Trouvez la solution sur la majorité des cas que cherchaient des faux fouillants. Non, non. Sur ce point-là, si j'ai évoqué, c'est pour interpeller les parents. C'est une façon. Je pose cette question. Je vous pose cette question maintenant pour que, parce qu'on a loupé de parler. Je veux qu'on en parle. Oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de répondre. Voilà, allez-y. Oui. L'intervention de maître, le ministre d'État, maître Mutamba, et l'intervention de VPM, maître Jacquemin, ils ont tous raison. C'est une façon, sur le plan pénal, les complices existent, les coauteurs existent. Les coauteurs. Le coauteur, c'est que c'est une personne qui a concouru d'une manière indirecte à la commission de cette infraction. Alors, celui qui a concouru à la commission de cette infraction, qu'il soit indirect, mais il est complice parce qu'il a donner les moyens, que ce soit les moyens financiers, machette, même la protection de ces Koulouna-là, c'est aussi un moyen. Donc, un parent ne peut pas sacrifier son enfant de toute façon. Quand vous, écoutez, c'est sociologique. Là maintenant, vous allez sur le plan psychologique. Moi, je vous parle sur le plan juridique et pénal. Sur le plan psychologique, ça passe. Un parent ne peut jamais livrer son enfant. Mais un parent qui sait aussi que son enfant est Koulouna, qui est en train de faire des dégâts, qui est en train de s'aimer la terre, il est en train de donner la mort à des paisibles citoyens, il est complice tant qu'il continue à garder cet enfant et à bénéficier du revenu de cet enfant par rapport à sa criminalité. Oui, là je suis d'accord avec eux. Ces parents-là doivent répondre. Parce qu'on ne peut pas dire parce qu'il est pauvre, il permet à son enfant d'aller tuer pour ramener de l'argent à la maison. Je dis non. Là, sur le plan psychologique, je dis non. Ils sont minimes.
Alors bonjour, vous qui nous suivez sur Makolo Digital Radio-Télévision, qui émet depuis New York City, avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe va vous entretenir dans un nouveau numéro sur la situation actuelle en République démocratique du Congo, dans l'émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora ». Aujourd'hui, nous serons à Kinshasa. À Kinshasa, nous avons comme invité Maître John Senda Tshitende. Il est licencié en droit public international de l'Université de Kinshasa. Il est avocat de formation. Il est coordonnateur national de la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur, en abrégé DGCM en sigle. Candidat malheureux des élections législatives nationales en 2023 dans la circonscription de Tchangou. Acteur politique, chercheur en droit public international, donc comme sa licence l'a dit, et enfin, il est serviteur de Dieu. Alors, avec Maître Tshitende, nous allons évoquer 3 ou 4 points dans l'actualité congolaise, entre autres, de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer un peu de décortiquer de la problématique avec la sortie médiatique de Kagame. Nous allons parler exclusivement et surtout de phénomènes Kuluna ou banditisme urbain. Donc nous allons décortiquer les causes, les conséquences et la solution si possible. Nous allons parler de mots phares, la peine de mort qu'on doit infliger aux civils. On va voir ce que la loi dit à ces propos. Et nous allons briefer un tout petit peu sur les changements ou la révision constitutionnelle. Alors, bonjour, Maître John Senda Tshitende. Oui, bonjour, Monsieur Don Kayembe. Alors, très heureux de vous retrouver sur Makolo Digital Radio-Diffusion pour la première fois, et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois non plus. Je vous invite à me joindre dans l'introduction de cette émission qui dit qui sont les Kuluna en République démocratique du Congo. Kuluna, qui veut dire grand banditisme urbain en République démocratique du Congo, désigne ce jeune gens organisés en bande de hors-la-loi, incontrôlables, qui ont pour objectif de voler et de faire du mal avec les armes blanches, généralement les machettes, le couteau, les pierres et gourdons. Ces jeunes justifient leur forfait par le fait qu'ils n'ont pas de travail et se tournent donc vers les exactions et les crimes pour leur survie. Ils n'ont pas d'état d'âme, ces Kuluna. Ces jeunes gens qui sèment la désolation, la terreur et la panique dans tout Kinshasa et dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Alors, Maître John, vous connaissez ces phénomènes, vous vivez à Kinshasa et vous voyez ce qui se passe exactement là-bas. Qu'est-ce que vous appelez phénomène Kuluna en tant qu'homme de droit et en tant qu'homme de Dieu et surtout parent? Oui, merci beaucoup, Monsieur Don Kayembe, pour cette question. Certes, je vis à Kinshasa et ce phénomène Kuluna, c'est un phénomène que nous devons tout faire pour éradiquer sur terrain. Parce que ce phénomène, certes, j'ai eu à mener des études sur ce phénomène. Je crois, je me rappelle, c'était vers les années 2017. À l'époque, déjà, le Kuluna existait. Elle avait commencé à prendre de l'ampleur. Alors, on devrait déjà réfléchir sur comment éradiquer ces phénomènes Kuluna. Malheureusement, nos autorités n'ont jamais écouté ou pris en compte nos différentes plaidoyers ou nos études que nous faisons et au moment opportun, ils prennent ça, je dirais, ils ne prennent pas en compte nos études sur ce phénomène. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté à l'époque? Je me rappelle, comme je venais de le dire, en 2016, le phénomène Kuluna, c'est un phénomène de jeunes gens où l'âge varie entre 12 ans à 22 ans qui se retrouvent autour d'un verre, communément appelé ici le whisky Supunatolo, en train de prendre parce qu'ils n'ont pas
d'activité, ils n'ont rien à faire, des parents qui n'ont pas de moyens de survenir à leurs besoins, de ces jeunes-là sortent de familles vraiment très pauvres, où vous constaterez que la maman ou le papa qui est le responsable de la famille n'arrive pas à nourrir ses enfants. C'est-à-dire que la vie, elle est d'une manière, je dirais, individuelle. C'est-à-dire que ces enfants doivent vivre de leurs propres ressources. Alors, comme ces enfants ne savent pas travailler, comme l'État Congo n'a pas une politique de prise en charge de la jeunesse congolaise, c'est comme ça que ce phénomène a pris naissance. Ils se mettent autour d'un verre de soupe en atole, le whisky qui s'évend, que moi je suis contre cela, aux yeux au-dessus des autorités. Et après avoir pris leur whisky, ils deviennent ivres. Et en ces moments, ils se disent, bon, nous on est fauchés, on doit se faire de l'argent par de paisibles citoyens. Et c'est comme ça que ce phénomène a commencé. Auparavant, c'était juste, ils venaient, ils grimaçaient, ils faisaient peur, et ils vous ravient le sac, le téléphone et peu d'argent que vous avez sur vous, et ils partaient. Mais après, ils ont compris qu'ils devraient maintenant, je dirais, s'aimer la peur. Alors, c'est comme ça qu'ils se sont organisés avec le temps. Ils ont commencé à utiliser des armes blanches comme la machette, le couteau. Il y a même d'autres qui utilisent, peut-être vous venez de dire, des pierres et des barres de fer. Et ça, c'est juste pour faire peur. Et plus grave encore, au moment de leur action, ils arrivent même à blesser, même à donner la mort si la personne résistait. Et c'est quelque chose que nous déplorons. Parce que moi, en tant que professionnel de droit, nous avons reçu plusieurs plaintes. J'ai même reçu dans mon cabinet de travail plusieurs victimes. Moi, je vous dis, j'ai de preuves qu'il y a d'autres personnes qui sont devenues inaptes parce qu'il a été victime. Mais nous arriverons dans les causes et conséquences. Ici, nous parlons d'abord comment ce phénomène a commencé. Donc, vous avez évoqué généralement le problème d'ovosité, donc il n'y a rien à faire. Vous avez parlé de la communauté familiale et question des survies. Et aussi de la consommation de boissons illicites. Mais allons un peu trop loin dans le passé. Ces gens, on les appelait d'abord enfants de la rue. Vous vous rappelez avec les phénomènes enfants sorciers. Je pense que cela doit être une des causes qui a fait qu'aujourd'hui nous avons des gens là qui sont sur la rue. Non seulement qu'ils ont des parents. Nombreux n'ont même pas de parents. Ils n'ont même pas vraiment des responsables qui peuvent les encadrer. Est-ce que j'ai tort ou comment? Non, en fait, je dirais c'est l'une des causes. Comme vous avez voulu que nous essayions de revenir à la genèse de ce phénomène, moi je dirais c'est vers les années 80 que ce phénomène a commencé, mais ça n'avait pas cette appellation-là. Et moi je me rappelle les années 87, ce phénomène phaseur. Vers le marché central, c'était des enfants abandonnés, des enfants sans toit, et ils vivaient comme ça à la belle étoile. Et après, à cette époque-là, il n'y avait pas encore, je dirais, cet esprit d'agression. C'était de quémander, d'être là et tout et tout. Et après, moi, je me suis dit, je venais de parler avec un confrère sur ce phénomène, l'origine. Imaginez-vous, Monsieur Kayembe, un jeune Jean avec sa copine Phaser dans les années 80. Ils ont donné des enfants et ces enfants ont donné des cocos et des cocos aujourd'hui c'est ça la conséquence. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont des enfants issus des papas, la plupart à l'époque, issus des papas et des mamans Phaser, sans toit. Vous comprenez? Alors, et il y a d'autres qui ont la chance peut-être d'être repêchés quelque part et de faire des études ou le commerce et ils ont évolué. Mais la majorité, ils n'ont pas un cursus normal. Ils sont issus des parents, je dirais, sans cursus, sans vision et puis sans responsabilité. Et voilà, et ça a changé de nom de Phaser, et ça est devenu des Pomba, et aujourd'hui on a des Kuluna. Et les Pomba, c'était le système de jeunes gens sportifs, tel camp sportif, tel, je dirais, discipline sportif, et entre eux, ils s'affrontaient en cours de route pour se faire voir que nous avons la force, nous sommes mieux formés que vous. C'était les Pomba.
Et les Pomba, il y a eu des Pomba qui se sont transformés à Kuluna. Et Kuluna est venu maintenant pour maintenant, je dirais, ramasser et les Pomba, et les Fazeurs, et des enfants qui ont des parents. Donc, tous se retrouvent dans cette écurie des Kuluna. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Kuluna où tu te retrouves, tu vois un enfant qui est Kuluna, mais ses parents ont de moyens de le faire scolariser. Vous comprenez? Vous voyez un Kuluna, moi j'ai vu ça à Kinshasa vers 24, où des enfants revenaient de l'école, venaient de sortir. Il y a des écoles qui sont à proximité et les élèves en train de se battre, entre guillemets, comme nous appelons, parce que Bundakuluna, ils sont en train de se battre. C'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Le phénomène a commencé d'une manière latente. On a laissé faire. Jusqu'à ce que le général Kanyama est intervenu pour faire ce qu'il a fait et il y a eu de tueries, ce qui est à déplorer. Mais comme on l'avait dit encore une fois, aucune mesure gouvernementale pour encadrer ces gens ou pour atténuer cette terreur. J'ai suivi avec amertume quelqu'un que je respecte bien qui dit « Ces Kuluna sont identifiés, ils connaissent leur nom, ils connaissent les adresses. » Ma foi. Pourquoi on laisse ces gens-là bien identifiés dans la communauté en train de semer la terreur pour qu'à la fin, vous allez les arrêter inconditionnellement et surtout beaucoup de victimes. Après avoir fait des victimes aussi tuées et blessées, vous les prenez aujourd'hui pour les condamner à mort. Dites-moi un peu, maître John Senda. Est-ce acceptable comme responsabilité du gouvernement laisser un phénomène se pourrir pour maintenant amener des conséquences ou des mesures draconiennes à la fin? Oui, merci beaucoup, M. Kayembe. Oui, c'est vrai, c'est que le VPM de l'Intérieur a dit, il a dit quelque chose qui est vrai. Moi, en tant que professionnel de droit, je connais ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que vous savez que ce phénomène a pris de l'ampleur. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et les leaders de ces écuries ou de ces bandes-là sont connus. Ils ont des adresses. Ils ont des places où ils sont identifiables. Maintenant, le mal en est que, moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée à l'autorité. L'État congolais est aussi responsable. Pourquoi? Parce que pendant que ces jeunes gens, commettent leur forfait, la police met la main sur eux, ils sont déférés devant acquis de droit, et le lendemain, la même personne retrouve la liberté. Et la personne qui l'avait dénoncé va être une fois de plus victime et perdre même la vie. Alors, en ce moment, la population avait peur de dénoncer. La population avait peur de mettre, d'aller orienter les autorités, parce que je sais d'autres personnes l'ont fait, mais la police dit que non, lui là, son frère est magistrat, même si on l'arrête, demain il va retrouver la liberté. Donc, avec ce monsieur, il faut l'éviter. Comprenez? Déjà, ces cas-là prouvent combien l'État est complice à un certain moment par rapport à d'autres acteurs politiques ou judiciaires, que ce sont eux qui sont en train de faciliter ces jeunes-là à continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, de s'aimer la terreur, comme vous le dites si bien. Donc moi, je pense que c'est que le VPM a dit, il a tout à fait raison. Ce n'est pas seulement quand il est devenu VPM que ces jeunes gens sont identifiés. Non, depuis même l'époque de Kabila. C'est pour cela, comme vous venez de citer le cas de général Kanyama, ce qu'il a fait, oui, c'était déplorable, mais au moins, ils ont identifié des leaders, et ce sont ces leaders-là qui ont été, je dirais, repêchés, puis ils ont pris une direction inconnue jusqu'à ces jours. Vous comprenez? Donc, pour dire que ces jeunes-là sont identifiés. Dans chaque commune, dans chaque quartier, un Kuluna est identifiable. Même la police la plus proche sait que ce petit-là
est un Koulouna. Ce petit-là, c'est lui qui est en train de s'aimer la terreur la nuit de telle heure à telle heure. Ils sont identifiables. Et maintenant, le problème est que souvent la police se dit aussi, nous sommes un tout petit peu fatigués, la même personne on l'amène devant acquis des droits, c'est le lendemain qu'il retrouve la liberté. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Et souvent, si la police ou l'OPJ ou le commandant de ces sous-cercles commence en tête à vouloir toujours mettre la main sur ce petit, le lendemain c'est l'OPJ qui sera victime. Vous êtes sans ignorer qu'il y a même un colonel qui a été victime de Koulouna. Vous comprenez? Donc pour dire que l'État congolais est responsable, peut-être que vous avez dit c'est le moins responsable, il doit prendre deux mesures adéquates, adaptées pour mettre fin à ce phénomène. Donc, la peine de mort n'est pas seulement la totalité de la solution. Parce que si aujourd'hui, vous ôtez la vie de quelques-uns et ceux qui sont restés à la cité, est-ce que cela est une mesure de dissuasion ou réellement ces jeunes-là prendront conscience pourquoi ils sont en train de faire? Il y a plusieurs causes. Il faut aller étudier, savoir pourquoi ces jeunes gens prennent plaisir à faire cela. Comment les désorienter, les décourager. Comment prendre contrôle de ces jeunes-là. Comment les former. Comment l'orienter, les intégrer dans la société, afin que ces jeunes-là deviennent utiles à la société. Parce que la cause majeure, c'est le manque à faire. La plupart, ce sont des enfants qui n'ont pas étudié. La plupart sont des enfants, tel que vous avez dit, qui n'ont pas de toit. La plupart sont des enfants, surtout les leaders, les chefs, les généraux, les colonels de ces bandes-là, sont des personnes qui n'ont pas de toit. La plupart de ces jeunes-là sont des personnes qui n'ont pas eu de modèle. Comme vous avez dit, des enfants qu'on a qualifié de sorciers, il est parti de la famille, il a vécu dans la rue, et puis après, pour survivre, il commence à s'aimer la terreur, à ravier et à voler. Et tout ça, ce sont de faits vrais et réels, vérifiables. Et l'État congolais a ce devoir-là de mettre des mécanismes de solutions plus efficaces pour remédier ou pour réellement éradiquer ces phénomènes Koulouna, parce que elle sème, je vous dis, M. Kayembe, au-delà de la terreur, la désolation, et beaucoup de familles sont endeuillées à cause de ces jeunes-là. Vous allez vous rappeler, il n'y a pas longtemps, je crois vers le mois de novembre 2024, il y a la dame, la journaliste, madame... je crois, si le nom m'échappe pas, Noëlla, elle a été victime. Elle revenait de présenter son émission, le journal télévisé de 23 heures. En rentrant, il s'est mis à l'arrêt pour attendre son transport. Ils se sont présentés. Peut-être, on ne sait pas pourquoi elle a été poignardée jusqu'à ce point-là, parce que moi, je suppose qu'elle avait résisté. Elle n'a pas voulu céder son sac facilement. Alors, pour eux, ils doivent tout faire pour avoir ce qu'eux revendiquent ou ils souhaitent. Et c'est ça ce qui a fait que la dame a reçu des coups de couteau et elle n'a pas su, je dis, résister à ses blessures et elle a succombé. Voilà. Et cela, ça fait mal, moi, en tant que professionnel de droit, moi, en tant qu'un acteur politique, en tant que serviteur de Dieu, en tant que parent, je ne peux jamais accepter cela. Je ne peux jamais autoriser ou je dirais faire semblant comme si cela ne peut qu'arriver aux autres. Non, ça peut m'arriver, ça peut arriver à mon fils, ça peut arriver à un collègue de travail, ça peut arriver à mon pasteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous s'y mettre pour éradiquer ces phénomènes, et nous devons être sincères et je dirais responsables et conscients pour nous dire la vérité en France et de prendre des mesures adéquates, efficaces pour réellement éradiquer ces phénomènes. Koulouna, M. Kayembe. Oui, phénomène, maître John Nsende. Et il faudrait aller encore une fois à la source. Vous avez évoqué un élément très important sur lequel je voudrais qu'on parle, les POMBA. Le POMBA, c'est un phénomène de ce qu'on appelait les sportifs. Ce phénomène a été vraiment couronné ou bien payé par les politiciens, puisque chaque politicien devrait avoir maintenant son garde-corps, comme il ne pouvait pas en avoir par le gouvernement. Chacun était entouré par un groupe de jeunes gens qu'on appelle les catchers, qu'on appelle les judokas. Et vraiment, ça attirait les jeunes gens vers ces métiers-là. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faudrait une mesure draconienne du point de vue social
que toute personne qui n'a aucune responsabilité ne doit pas avoir de garde du corps. C'est ce garde du corps, puisqu'on les tire dans ces lieux, dans ces gens-là qui sont violents. Et maintenant, pour se faire de l'argent, tout le monde veut montrer qu'il est violent pour qu'il soit encadré ou bien payé par un homme d'affaires, par un homme politique comme garde du corps. Est-ce que vous ne voyez pas que ça pourrait être un des éléments? D'abord, aller vers les gens là qui les encadrent, les gens là qui leur donnent de l'argent, qui leur donnent à manger là. Chercher d'abord à rompre cette relation-là, faire une rupture entre les agents payeurs et les colonnants. Est-ce que ce n'est pas une voie qu'il faudrait vraiment envisager? Oui, moi je pense que d'abord c'est quelque chose, tel que vous venez de dire, ça m'a rappelé à l'époque de Maître Chalère, vers les années 2014, 2013, 2014, à l'époque de FCC, où l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, M. Joseph Kabila, était au pouvoir. Il y avait un certain Maître Chalère qui a été recruté, qui était membre du PPRD. Il avait je dirais, tout un groupe, pour ne pas parler de bande, des Pomba, maîtres. Plus grave encore, nous avons appris il portait une arme sur lui. C'est lui qui faisait, je dirais, le sale boulot, entre guillemets. Vous comprenez? Et alors qu'il y avait des revendications de la population, c'est lui qui était le premier à être sur terrain. Et quand vous croisez avec eux, c'est fini. Donc vous allez perdre votre vie. Vous faites, vous comprenez? Donc c'était ça. Et c'est par là encore que ces phénomènes de Pomba a pris de l'ampleur, et beaucoup de jeunes gens ont commencé à soulever des fers et coups qu'on sort pour avoir pas de muscles, faire, je dirais, les sports, pour se faire embaucher, comme vous venez de le dire, auprès d'un homme politique, d'un homme d'affaires, pour se faire une place. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. L'État congolais doit prendre des mesures adéquates pour réglementer aussi ces secteurs-là. Aller dans des, tels que vous venez de dire, dans de clubs sportifs, pour, je dirais, essayer un peu de répertorier. Ils sont au nombre de combien? Qui sont réellement de maîtres? Quelles sont les disciplines adaptées? Combien ils peuvent? Tout ça, l'État doit être en mesure de contrôler. Aujourd'hui, un monsieur peut se réveiller un matin, il dit « je suis maître », il recrute de jeunes gens et il commence à les former. Avec quelle discipline? Avec quel objectif? Avec quelle éducation? Parce que le sport n'est pas fait pour la violence urbaine plutôt, pour la violence de rue. Non, le sport est fait juste pour se défendre. Si tu n'es pas un athlète, je dirais, professionnel, c'est juste pour te défendre, c'est juste pour être en bonne santé. Mais il y a des jeunes gens qui vont avec un objectif pour devenir Pomba, pour devenir un agresseur, pour devenir le plus fort du quartier, pour s'aimer la terreur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit nécessairement mettre fin à cela. L'État doit prendre ses responsabilités à répertorier les clubs sportifs et à connaître chaque maître ou chaque responsable de ce club-là. Et je dirais, je peux même aller plus loin. Avant d'ouvrir ou d'avoir un club sportif, il faut avoir une autorisation. Et avant d'avoir une autorisation... Parlons un peu de conséquences. Quelles sont les conséquences dans nos communautés? Vous voyez que cette histoire a commencé à Kinshasa. Aujourd'hui, ça s'est répandu dans tous les grands centres du pays. Et selon les recherches que j'ai pu faire, la grande responsabilité incombe à la libération non justifiée, non encadrée, non étudiée des gens qui étaient en prison. On ne sait pas qui était en prison, pourquoi et pour quelle raison. On vient là-bas, on dit non, les prisons sont surpeuplées, on ouvre les barrières, les gens sont sortis, ils ne savaient même pas là où ils allaient. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui se retrouvent dans la communauté, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à dormir, ils viennent gonfler le nombre des Koulouna. Est-ce que vous ne voyez pas que ce phénomène-là, c'était aussi un problème sérieux créé par le ministre Moutamba avec la libération des prisonniers dans tous les centres du pays? Nous parlons ici de Lubumbashi. À Lubumbashi, les tueries sont devenues vraiment monnaie courante. De jour au jour, on tue, on saccage des maisons des gens. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Monsieur Kayeme, moi je pense que votre réflexion elle est parfaite, mais ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu
libération que ce phénomène s'était pris de l'ampleur ou s'est étendu dans d'autres provinces. Non. Maître, le nombre a accru. Oui. Ces gens-là, pour la plupart, quand ils sortaient, on posait des questions. Où vous allez? Ils vous disent, je n'ai où aller. Non, c'est ce que je dis. Je dis ceci, votre question ou votre préoccupation, elle est majeure. Je suis d'avis avec vous. Mais je ne dis pas que c'est seulement, je dirais, du fait de libérer ces jeunes gens que cela a accentué. Parce que moi, je peux vous dire ceci. Certes, ça peut être vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème sérieux. La prison, selon, son origine, c'est un centre de rééducation. Mais en réalité, aujourd'hui, nos prisons, lorsqu'il y a un délinquant qui est emprisonné pour répondre de ses faits, au lieu qu'il ressort avec les remords de ne plus refaire ce qu'il a fait, au contraire, la prison le transforme à devenir encore plus dangereux que ce qu'il a été avant d'aller en prison. Je vous dis, ce sont des cas que moi je connais. C'est vrai. Je suis avocat. Oui, vous comprenez. Donc il était petit Koulouna, il a été emprisonné, il est allé en prison, il ressort grand maître Koulouna. Donc il n'a plus peur de rien. Il s'est dit, Nakota, j'entre, je ressors, et puis il n'y a personne, je connais la maison, je vais sortir. Vous comprenez? Donc quelque part, ce n'est pas seulement du fait de mettre en prison que cela peut, je dirais, réduire la criminalité. Non, il faut qu'il y ait une étude pour réellement trouver des solutions à ce phénomène-là. Je veux revenir un peu en arrière. Vous avez parlé de Lubumbashi. Moi, je vais vous parler du Congo central. Je vais vous parler de la ville de Bandundu. Je vous dis, comme Congo central, nous savons tous que nos frères sont de personnes animées du respect, calme et tout, qu'on sonne aujourd'hui. Dans la ville de Matadi, le phénomène Koulouna a pris de l'ampleur. On commence à agresser des gens, même la journée, vous comprenez. Il y a des quartiers à Matadi où, si tu es, je dirais, un étranger, ils savent déjà que toi, tu n'habites pas ici, ils viennent t'agresser. Et aux yeux aussi de tous, vous comprenez. Donc, cela, ça devient impossible de circuler dans un quartier où tu te sens en insécurité pendant le jour. Il faut être accompagné d'une connaissance de ce quartier-là pour mieux circuler. Vous comprenez. Donc, du fait de libérer, oui, ça a accentué. Mais ce n'est pas seulement du fait de libérer. Moi, je pense que ce n'est pas aussi du fait d'emprisonner des jeunes Koulouna qui font d'eux des citoyens de demain. Non, au contraire, ils deviennent plus criminels avant qu'ils soient en prison. Mais non, on doit maintenant adapter, faire des études comme j'ai un ami qui est professeur, maître Aris Matima, qui est professeur en criminologie, où il a fait des études. Ce n'est pas seulement de mettre quelqu'un en prison que cette personne va se remettre en cause de ce qu'il avait fait, qu'il avait mal agi, que quand il va retrouver sa liberté, il deviendra un nouveau citoyen avec de nouvelles bases. Non, il faut que la personne soit mise dans un milieu où sa conscience revienne en place pour qu'elle se remette en cause. Mais vous le mettez dans un milieu où il se retrouve avec des criminels, où il doit chercher comment manger, où il doit chercher comment agresser l'autre en prison pour avoir son 1000 francs, il doit chercher comment intimider l'autre. Vous comprenez? Donc, il est dans une prison, dans cette prison-là, il devient plus criminel de ce qu'il a été. Donc moi, je pense que les causes sont tellement minimes, les conséquences sont tellement graves, et la situation aujourd'hui échappe même au contrôle de l'État. Échappe même au contrôle de l'État. L'État, des fois, il est débordé. Il est débordé. Et je vais vous dire, je vais vous choquer. Il y a des cas, des Koulouna pendant le jour en train d'un affrontement, on fait appel à la police vous dit on n'est pas assez outillé, on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions, on ne sait pas intervenir. Donc la population est livrée à sa propre, je dirais, à son propre sort. Donc il ne sait pas où aller se plaindre, où aller se réfugier. Donc il doit faire face à cela seul pendant que l'État existe. Vous comprenez, M. Kaim? Je suis d'accord avec vous sur un point très capital. Quand vous dites les causes sont minimes, les conséquences sont désastreuses. C'est ce que, encore une fois, le ministre Mutamba dit, qu'il faudrait appliquer la peine de mort comme mesure dissuasive. En tant que maître, en tant qu'homme de droit,
est-ce que cette formulation est normale? Nous allons tuer pour une méthode pédagogique. Vous acceptez ça? Bon, moi, sur cette question, je dirais, si l'ancienne ministre d'État, Madame Rose Mutombo, parce que c'est elle qui avait pris ces circulaires sur cette moratoire, hein, et je crois bien, je l'ai lu, la motivation était de la peine de mort, la motivation était sur les militaires, sur les personnes qui ont la responsabilité dans l'armée et qui se livrent à la trahison pour, je dirais, affaiblir l'État congolais. Et ce sont ces gens-là qui devraient subir cette peine de mort pour essayer un peu de remettre, je dirais, la force, la puissance, l'autorité de l'État. Parce que tout le monde savait, on peut vous arrêter, comme la peine de mort a été abolie, et il y aura une peine à perpétuité, et puis après un temps, tu peux être gracié, vous comprenez? Et même si le régime changeait, c'est lui qui va venir, va te gracier, et vous allez retrouver la liberté. Vous comprenez? Et tout je dirais, ce cas-là, affaiblissait l'autorité de l'État. Et c'est comme ça que la ministre, l'ancienne ministre d'État, Madame Rose Mutombo, avait pris ses circulaires pour essayer de demander au procureur d'autorité que non, la peine de mort doit être applicable à des personnes qui seront frappées de haute trahison, de trahison, et lorsqu'il y a un jugement définitif, et ce sont ces personnes-là qui doivent être mises à mort par pendaison pour les civils et pour les militaires par fusillade. Donc, pour moi, je dis ceci, les Kuluna sont assimilés, parce que vous venez de poser une question, pourquoi monsieur le ministre d'État, monsieur Maître Mutamba, assimile les Kuluna comme des terroristes. Moi, je ne... C'est ça ma question que je voulais... Donc, est-ce que, encore en tant qu'homme de droit, est-ce que la définition d'un terroriste peut s'appliquer à un bandit? Non, 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 non. Les Kuluna ne peuvent pas être assimilés, je dirais, aux terroristes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas un but. Ils n'ont pas, je dirais, un conducteur. On fait cette lutte pour tel objectif. Non. Ce sont des jeunes gens, lorsque la police met la main sur eux, ils sont là, ils disent qu'ils n'ont rien à manger, ils font cela juste pour survivre. Peut-être j'ai un enfant et quand ma femme vient me demander, là je n'ai pas l'argent, je prends pour nourrir. C'est juste ça la cause. Ils le font juste pour survivre. Ils n'ont pas l'intention de faire, je dirais, un coup d'État. Ils n'ont pas l'intention de renverser, je dirais, un ministre ou entre guillemets, le chef de l'État. Non, ce sont de jeunes gens qui, chacun a, je dirais, son champ d'action de son côté. Il y a des Kuluna de Massina, il y a des Kuluna de Ngaba, qui se retrouvent même pas, qui se connaissent même pas. Il y a des Kuluna de Maluku, il y a des Kuluna de Makala, il y a des Kuluna de communes de Kinshasa, il y a des Kuluna de Mitendi, il y a des Kuluna un peu partout. Alors, si ces jeunes-là se retrouvent ensemble et qu'ils ont un seul leader, un seul chef que eux tous sont en train d'obéir et ils savent pourquoi ils mènent cette lutte-là, en ce moment, ils peuvent être assimilés à un terroriste, à un groupe de terroristes. Mais ce sont des individus qui agissent individuellement, indépendamment des autres, et ils reçoivent, je dirais, l'orientation de personnes. Et ils opèrent quand ils veulent, quand ils sentent qu'il y a nécessité. Voilà. Comment assimiler ces jeunes-là, ces jeunes gens à des terroristes? Non, je ne pense pas. Alors, je pense que le groupe qu'on peut qualifier de terroristes, ce sont le groupe de M23, ce sont eux qui sont des terroristes. C'est ça. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. Alors, parlons un peu de ce même Kuluna qu'on est en train d'amener à la mort. Est-ce que
vous pensez que c'est une solution, que ces gens, puisqu'ils ont tué, puisqu'ils ont volé, ils ont violenté, il faut absolument les amener à la mort? Bon, je vais être franc avec vous, Monsieur Kayembe. En tant que professionnel de droit, je dirais, c'est un débat par rapport à plusieurs, je dirais, traités internationaux que nous avons ratifiés, plusieurs chartes. Alors, ce n'est pas ça les débats, mais certes, en tant qu'aussi parents, hommes politiques et serviteurs de Dieu, et en tant qu'éducateurs de masse, on doit quand même prendre des mesures qui peuvent aussi, je dirais, remettre en cause leur façon de voir les choses. Et je ne dis pas que seulement c'est la peine de mort qui est une solution, mais je dis que ça peut aussi être une solution. Parce que si aujourd'hui, vous échangez avec une victime de ces jeunes gens, ils vont vous dire que non, ces jeunes-là méritent la mort. Parce qu'ils sont sans pitié, M. Kayembe. Ce sont des personnes, ils sont sans cœur. Tu peux être devant un jeune Koulouna de 15 ans. Mais même si tu lui présentes des excuses, tu demandes pardon, prends tout ce que tu veux. Et il prend, mais à la fin, il te donne un coup de machette. Mais pour quelle raison? Parce que tu as pris tout ce que tu voulais. Mais pourquoi maintenant achever la personne? Et ça encore, c'est ça. Il faut maintenant qu'on puisse comprendre, ils ont maintenant quel esprit. Parce qu'au-delà de voler, vous n'avez pas résisté, mais ils disent maintenant, si on rentre comme ça, c'est comme si on n'a rien fait. Et ils viennent, ils vous donnent un coup de machette et ils partent. Et ça, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est vrai que la peine de mort n'est pas une solution. C'est qu'il faut des études approfondies. C'est-à-dire quoi? Il faut prendre ces jeunes-là, ces jeunes gens, les caser quelque part. Vous comprenez? Les transformer. Donner la mort, c'est bien. Mais ceux qui vont rester là, à la prison de Makala, quelle sera la suite? Parce que demain après demain, ils auront peut-être la chance d'être graciés. Et quand ils vont ressortir, est-ce qu'ils vont bénéficier d'une nouvelle, je dirais, culture de la civilisation congolaise, ou ils vont sortir avec la culture des prisonniers mal nourris, mal traités en prison, et pour devenir encore plus dangereux. Vous comprenez? Donc l'État doit faire un effort de prendre en compte des études que les ONG font, des études que des professeurs, le professeur de droit ou des professeurs de la criminologie proposent. Parce que la criminologie, c'est l'étude de l'état de ces criminels. Pourquoi le criminel commet ces forfaits? Pourquoi il aime bien avoir toujours du sang entre ses mains, à agresser? Qu'est-ce qui le pousse à agresser? Il faut comprendre. Lorsque vous comprenez pourquoi, vous avez facilement, je dirais, la possibilité d'échanger, de transformer cette personne-là pour qu'il puisse devenir utile dans la société. Mais tuer, ce n'est pas une solution. Vous tuez, est-ce que vous avez remédié au problème? Non. Voilà. C'est vrai, ça peut dissuader, faire peur, mais, et après? Le problème est toujours là. Est-ce que la peur seule suffit? Bon, maître, je voudrais rappeler aux gens qui nous suivent que nous sommes sur Makolo Digital Radio-Diffusion depuis New York City avec Don Kayembe. Aujourd'hui, avec maître Chitende depuis Kinshasa, parlons de Kodona. Alors, passons au deuxième point, maître. Je pense que c'est un élément qui vous intéresse aussi. De la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi ensemble comme nous au mois de décembre, il y a eu une rencontre foirée entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et Kagame, chaque fois quand il voit le danger, quand il voit la FARDC monter en puissance, il sort pour faire conférence de presse. Il a dit ceci, que je n'ai pas vu l'importance d'aller à Luanda, puisque au lieu de discuter les faits, chercher des solutions, nous sommes en train de parler de processus et lequel processus n'amène jamais aux solutions. Raison pour laquelle j'en ai marre, je suis las de ces discussions-là. Qu'est-ce que vous en dites? Donc lui ne veut pas encore d'aller discuter puisqu'il a donné des exemples que le jour avant la rencontre de président, donc les commissions qui s'étaient réunies, les Congolais qui étaient dans la salle, ils se sont entendus. Le plus grand problème de Kagame, c'est FDLR.
Alors, quand ils sont arrivés sur le niveau des FDLR, il paraît notre ministre des Affaires étrangères, il était sorti au téléphone. Et quand elle est revenue dans la salle, elle dit non, pas question des... Non, pas des FDLR, de M23. Pas question d'ouvrir des discussions avec le M23. Là, on ne bouge pas. Alors maintenant, les Rwandais se sont sentis coincés au mur et c'est la raison pour laquelle tout a été capoté. Alors, qu'est-ce que vous dites de raison de Kagame qu'il en a assez de discuter des procédures? Il faut parler des solutions qui vont donner, encore une fois, des solutions durables à cette guerre qui n'a que trop duré 30 ans de plus et ça, c'en est trop. Oui, Monsieur Kaimbe, merci beaucoup pour cette question. Sur cette question, je dirais que Monsieur Kagame se sent, je dirais, essoufflé. Vous comprenez? Parce que j'avais réalisé des émissions par rapport à l'échec de ces sommets en Angola. Pourquoi? Parce que il n'avait plus d'arguments. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait venir discuter sur quoi et signer sur quoi. Parce que déjà, pendant la commission, peut-être que vous l'avez dit, c'était des ambassadeurs de chaque État en conflit étaient là avec ses représentants pour, je dirais, mettre en place comment dirais-je, un cahier des charges par rapport à ce qui va être débattu, déjà des propositions de solutions. Et la grande question qui fâche jusqu'à ce jour, c'est la question de M23. Parce que Paul Kagame, il insiste, il veut imposer à nous, le Congolais, à travers le chef de l'État, de négocier avec le M23. Et moi, je suis d'avis avec la position du chef de l'État qu'il ne pourra jamais négocier avec les terroristes. Et voilà pourquoi. C'est le monde entier qui dit qu'il faut vraiment parler avec eux. Il y a Museveni aussi, bien qu'il est chez nous avec ses troupes, et il est en bon terme avec le président. Il dit aussi que donc, la solution passe par les négociations avec le M23. C'est ce que Kagame dit. Les disent, tout le monde dit qu'il faudrait que le Congo parle avec le M23. Non, mais monsieur Kain, vous savez, c'est ça même la cause de la guerre de l'Est. Vous savez, il faut que nous, le Congolais, nous revenons, j'insiste, que nous soyons vraiment conscients de nos actes que nous posons, parce que l'avenir de la RDC en dépend. Parce qu'aujourd'hui, négocier avec les M23, c'est fléchir à leurs revendications. Et aujourd'hui, ils seront brassés à l'armée, ils seront au gouvernement, ils seront dans des ministères publics comme PCA et consorts. Et ceux-là qui ne seront pas servis, qui vont se sentir frustrés, ils vont se retirer et ils vont encore créer un M6 Donc, le Congo continuera à faire que d'aller-retour parce qu'il y a eu c'était quoi, les CDF qui s'est transformé en M23 et lorsque le M23 sera, je dirais, frustré, ceux qui ne seront pas servis vont retourner pour créer les M12 parce que les autres, vous comprenez? Non, on doit arrêter. Et pourquoi seulement que ça se passe seulement au Congo? Pourquoi seulement au Congo? C'est ça la grande question que je me pose. Pourquoi seulement au Congo? C'est pour cela quand vous dites que Museveni a dit les Nations Unies, les autres. Non, parce qu'ils sont tous complices. Ils sont tous complices. C'est quoi la raison de cette guerre? C'est quoi? C'est que les autres ne veulent pas dire. Ce sont nos richesses, ce sont nos minéraux. Ils veulent contrôler, ils veulent piller, ils veulent s'enrichir derrière. Et tout ça, moi, je dis, la responsabilité pénale doit réellement s'appliquer chez les auteurs, tous les auteurs congolais qui sont dans le M23. Parce que dans le M23, nous avons des nationaux, de pères et de mères qui sont là, qui sont en train de tuer nos frères et sœurs. Au nom de quoi? Ils revendiquent quoi? Maître, j'ai suivi... Écoutez, maître, j'ai suivi certains acteurs de la société civile dans l'Est de la République. Ils disent ceci, bon, quand les négociations capotent, quand le gouvernement campe sur sa position, pas question de négocier avec le M23, mais Kagame persiste encore au pays. Chez lui, il y a du calme, mais c'est les Congolais qui meurent, c'est les Congolais qui souffrent. Pourquoi ne pas trouver un terrain d'entente pour que cette situation se termine? Alors, quand je parlais avec quelqu'un d'entre eux, il dit, si nous savons le cahier des charges de M23,
des années 2014, de 2012 et 2013, où il fallait les réintégrer, ainsi de suite. Il dit, alors, une des conditions était qu'ils doivent être intégrés dans l'armée et rester dans l'Est de la République. Bon, nous savons que cela nous a amené des limites. Bon, pourquoi ne pas dire que non, votre cahier de charges est reçu, mais cette fois-là, personne d'entre vous restera dans l'Est, vous allez tous dans l'Ouest, dans le centre. Est-ce que ça ne pourra pas donner... Non, ils vont refuser parce qu'ils ont un agenda caché à l'Est. Monsieur Kayembe, je suis politique, ce que je vous dis est vrai. Ils ont un agenda caché pour l'Est du pays. C'est ça leur problème. La balkanisation. Ils ont un... Avec l'ancien, le sénateur M. Joseph Kabila. Si, il a eu à négocier avec eux, il y a eu des accords. Et l'M23 avait disparu. Ils étaient brassés, tout en consort, nous connaissons. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? On ne peut pas se référer à ce qui a été fait et voir les limites et cette fois-ci réajuster le tir ou arrondir les angles, comme on dit. Bon, moi, je pense que ce cahier de charge, moi, je pense qu'on ne peut pas fléchir par rapport à leur cahier de charge. Si seulement si que... Bon, en fait, sincèrement, je ne pousse pas cette thèse-là. De négocier avec les terroristes. Moi, je ne pousse pas cette thèse-là. Mais s'il y a nécessité... Si vous devez négocier avec eux puisqu'ils sont congolais. Bon, bien que leur système, leur façon d'agir, puisque quand on est congolais, on ne doit pas prendre les armes pour se faire entendre. Quand on est congolais, on aime son pays. Voilà, on revendique d'une autre manière. Exactement. Quand on prend les armes, on devient terroriste. Alors, il faut traiter le seul là qui amène cette guerre comme telle. Mais néanmoins, il faut trouver une solution et le plus rapidement possible. 30 ans de meurtre dans l'est de la République du Congo, 30 ans de vol de nos mirettes, 30 ans de personnes qui vivent dans la nature. C'est pas bon. Il faut trouver une solution quand même. Qu'est-ce que vous dites? Parce que j'ai un ami avec qui j'ai échangé il n'y a pas longtemps. Il dit, mais pourquoi le Congo négocie avec l'Ouganda et pourtant c'est l'Ouganda qui nous attaque? Si vous avez bien suivi Paulo Kagame, comme je l'appelle, dans son interview d'il y a 2 jours, il dit ceci. Pourquoi le Congo ne s'attaque pas à l'Ouganda? Pour la simple raison que les rebelles, les M23 qui sont au Congo, ne sont pas venus du Rwanda, ils sont venus de l'Ouganda par Bunagana, c'est-à-dire la frontière directe avec l'Ouganda. Mais pourquoi vous acceptez que l'Ouganda, l'armée ougandaise, soit sur terrain au Congo, se battre aux côtés des FARDC pour réduire la nuisance de ADF Nalu, mais vous refusez que le Rwanda vienne au Congo pour mutualiser les forces avec les FARDC pour anéantir les FDLR. Et vous avez aussi accepté que le Burundi soit sur Congo aux côtés des FARDC pour se battre contre les forces négatives qui dérangent. Mais la question est de savoir, est-ce que Kagame oublie que les FDLR n'ont jamais traversé les frontières pour nuire à son pays? Et voilà la réponse. La réponse est là. Jamais. Pourquoi ils cherchent, je dirais, la poux sur une tête d'un monsieur qui est chauve? Non. Parce que, soi-disant, ce FDLR ici à Kinshasa, n'ont jamais, je dirais, attaqué, tiré une balle vers le Rwanda pour provoquer Kagame. Non, jamais. Pourquoi ils cherchent toujours à se cacher, à se cramponner derrière le FDLR, pendant que la grande question, c'est son soutien? Pourquoi M. Kagame, à chaque sommet, à chaque rencontre de chef de l'État, il a toujours eu une ferme décision de dire que moi, je n'ai pas un problème avec la RDC. Si vous voulez que cette guerre prenne fin, allez négocier avec le M23. Mais c'est un problème des Congolais. Pourquoi toi, tu t'y mets comme si c'était toi qui étais en cause? Et lorsque il y a de militaires rwandais qui sont abattus ici au Congo, à l'identité du Congo, nous avons des tenus, nous avons des images, nous avons de cartes. Ils viennent faire quoi? C'est la question qu'il a posée. Pourquoi on ne retrouve pas des militaires ougandais ou burundais
dans le M23. Il pose la même question. Si une manière de reconnaître tacitement que ces militaires sont sur nos sols, il dit, bon, si les militaires rwandais sont sur le sol congolais, pourquoi y sont-ils? Lui ne donne pas la réponse, mais il pose la question, pourquoi ils sont sur le sol congolais? Si là, maintenant, il est en train, moi, je dirais, de jouer à ce jeu-là pour dire que je ne suis pas le seul. Voilà. Je ne suis pas le seul à soutenir le M23. Voilà. Nous sommes au nombre de 3, 4, 5, 6. C'est ça. Il a dit, je dirais, sagement. Et nous ne sommes pas le seul. Pourquoi vous nous condamnez? Et puis non, ce que les gens aussi doivent savoir, quelle est la capacité qu'a le Rwanda financièrement? Puisque le Rwanda vit à 50% de son budget de l'extérieur et 50 à 40% des minéraux qu'ils volent chez nous. Comment Kagame peut tenir pendant une guerre pendant 30 ans? D'où vient cet argent-là qu'il utilise pendant 30 ans? Mais la réponse, nous venons de le dire. Cette réponse, c'est vous-même qui nous l'avez donnée. C'est par nos minéraux. Quand ils sont là, ils occupent de terres stratégiques. Mais quand ils sont en train d'exploiter, c'est par cet argent-là. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que la guerre se termine parce qu'ils seront à court de monnaie, ils seront sèches. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le Rwanda n'a rien. Moi, j'ai toujours dit, et la faute, c'est à nous, le Congolais. C'est ça. Si les généraux, les généraux, les colonels qui se donnent des grades comme ils veulent dans ce groupe, ce mouvement des aventuriers M23, prennent conscience de dire non à Kagame et Museveni et consort, et prendre conscience que c'est nous, ce sont eux qui sont en train de nous faire souffrir et non les Rwandais et les Ougandais. Parce que ce sont eux qui bénéficient de nos richesses. En retour, eux, ils sont en train de bénéficier miettes. Je ne dirais pas que ces généraux X, Y, je ne vais pas citer le nom pour faire la publicité de leur nom, que toutes leurs familles sont aisées par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Je dis non. Et pourquoi ils le font? Vous le faites juste pour servir les étrangers au détriment des nationaux. Non, on doit arrêter ça. Si réellement vous êtes des Congolais, vous avez l'amour de ce pays, vous voulez que les choses s'améliorent, mais déposez les armes. Venez comme tout citoyen, comme enfant, je dirais enfant prodige, il rentre chez lui pour demander pardon à son père, et voilà, j'ai commis des erreurs, je suis là, maintenant je veux servir le pays. On va trouver une solution. Mais toi, tu viens négocier avec les armes. Mais non, on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui a des armes. Ça veut dire que je te dis que je suis en position de force, tu dois obéir ce que moi je propose. Je dis non. Absolument. Avec cette méthode-là, je dis non. On ne peut pas négocier avec nos propres frères en tenant les armes. Je dis encore non. Ils doivent laisser replier, abandonner, je dirais, je dirais, les points où parties qu'ils ont occupées. Et en ce moment, on peut négocier avec eux. Pas parce que vous avez les armes, vous dites non, nous occupons la partie que nous sommes ici. Si vous ne réfléchissez pas à nos revendications, nous allons continuer notre progression. Mais ça, ce n'est pas, c'est pas un langage d'un Congolais nationaliste, ou ce n'est pas un langage d'un Congolais dans son propre pays. Je vois mal un enfant dans la maison de son père dire à son papa, comme moi je suis ton fils, les biens que vous avez, vous ne m'avez pas bien servi, donc moi je vais revendiquer, donnez-moi telle part, si vous ne donnez pas, je vais faire la guerre par rapport à ce que vous avez. Ça c'est fait où? Alors, maître, maintenant, en un mot là, quelle suggestion vous avez pour que cette guerre s'arrête? Je dirais, je suis d'avis avec le chef de l'État de ne pas négocier avec les M23 pendant qu'ils ont les armes. Maître, alors, le temps nous fait défaut. Dans les quelques minutes qui nous restent, parlons un peu. Je vous ai lu quelque part que vous, avec votre mouvement, vous appuyez totalement le changement de la Constitution. Est-ce que vous êtes pour le changement ou bien pour la révision? Et n'importe lequel que vous allez trouver là-bas, pourquoi vous avez choisi d'opter pour ce point de vue? Non. Une petite rectification. Sur cette émission, je ne pas dit que la dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur est pour le changement. Non. Je dis ceci. La dynamique de Jeunes Conscients pour un Congo meilleur est pour la révision de la Constitution. Okay. Alors, la question qui m'a été posée après, donc, vous refusez les changements.
j'ai dit non, nous ne refusons pas aussi, mais jusqu'à la preuve du contraire, du fait que le projet que le chef de l'État avait lancé sur la possibilité d'avoir une commission, de mettre en place une commission de réflexion qui va étudier cette question, s'il y a possibilité ou il y a nécessité qu'il y ait une révision de la Constitution par rapport à quelques articles, ou il y aura nécessité de changer la Constitution. En ce moment, nous, en tant que leader de la jeunesse congolaise, nous avons opté présentement pour la révision de la Constitution parce que nous avons constaté qu'il y a des articles qui ne permettent pas, je dirais, au développement, je dirais, de notre pays dans plusieurs secteurs. Et l'article que j'ai évoqué sur cette émission, c'était l'article 217 qui fâche aussi et qui laisse à désirer lorsqu'on parle que l'État congolais pourrait céder une partie de sa souveraineté, oui, de sa souveraineté pour des raisons de paix ou de la région, donc de cohésion nationale, voilà. Maître, cet article se trouve dans plus d'une constitution africaine. Et même au Congo, depuis la constitution de 1964, ça s'y trouve toujours. Quel est le problème? Oui, ça se trouve toujours, mais maintenant, pourquoi chez les autres, ils n'ont pas la même situation d'agression comme ça se passe chez nous? Et souvent, ils ont toujours le même langage pour la cohésion. Toujours. Pourquoi? C'est certainement qu'on doit se poser la question. Écoutez, maître, même quand nous parlons de l'Europe avec l'Union européenne, donc c'est-à-dire l'institution qui englobe les nations a toujours la suprématie sur un État. C'est ce que signifie cet article. Mais je ne sais pas, vous, en tant que maître, en tant qu'avocat, vous devez comprendre ça, qu'on ne dit pas que le Congo va laisser ses terres à des individus. Une fois que vous signez un accord régional ou sous-régional, donc maintenant, la loi sous-régionale où vous avez ratifié, eh bien, vous êtes contraint de céder votre souveraineté, donc ils doivent décider de ce qui doit se faire dans la région. Et vous devez accepter. C'est ce que signifie cet article. Et maintenant que nous avons pris conscience, maintenant que nous avons compris que la manière dont la charte africaine que nous avions ratifiée par rapport à cet article est en train d'en profiter à nos détracteurs, à nos entre guillemets, de personnes qui se cachent derrière le M23, on peut aussi facilement, la loi nous donne cette possibilité de faire le retrait. Non, retirez-vous de l'institution que changer la Constitution, puisque vous ne pouvez pas vivre seul dans ce monde. Aucun pays n'est une île qui doit vivre seul. Donc tout pays ne peut collaborer avec les autres pour l'avancement. Donc c'est soit vous vous retirez de cette organisation, vous laissez l'article qui est bénéfique pour le Congo et pour les autres, ou bien, je ne sais pas, moi je ne vois pas vraiment un mal dans cet article-là, personnellement. Exact, c'est pour cela que je vous ai dit que le chef de l'État, il a été, je dirais, très sage quand il avait dit qu'il va mettre en place une commission. C'est en ce moment que nous allons réfléchir. Cette commission va réfléchir. Nous aussi, en tant que nationalistes, en tant que professionnels de la droit, nous réfléchissons. Nous avons aussi nos cartes. Nous avons aussi nos propositions que nous ne voulons pas dévoiler maintenant là parce que de peur que les autres peuvent utiliser. Puis voilà, c'est pour cela on ne dévoile pas tout. Vous comprenez, je suis politique, je ne peux pas tout dévoiler. Absolument. Donc, moi je suis d'avis avec le chef de l'État qu'il puisse mettre une commission. Et je me suis posé une question. Est-ce que cette commission qui va être mise en place pour la réflexion de la question sur la révision, la nécessité, s'il y aura la révision ou le changement de la Constitution, est-ce que cette commission sera insubordonnée? C'est ça la grande question. Pour qu'il y ait changement, il faut avoir une commission insubordonnée. Est-ce que la République démocratique du Congo est capable de mettre en place une commission insubordonnée? C'est ça la grande question que j'aimerais avoir auprès de nous, les Congolais, si nous sommes capables d'avoir une commission insubordonnée.
Exact. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Maître John Sendé, par rapport surtout à ce phénomène Kuluna qui fait très mal. Je crois qu'il y avait encore une préoccupation que vous avez énumérée, mais que nous n'avons pas parlé. Lors de la sortie médiatique de ministre d'État, Maître Mutamba, il avait dit qu'il pourrait aussi poursuivre des parents qui cachent leurs enfants, qui sont Kuluna. Alors, sur cette question, moi, je dirais ceci. Certes, la loi est claire sur cette question. Un parent qui sait bien que son enfant est Kuluna, lorsque l'enfant sort, parce que nous, en tant que parents, nous savons les activités que les enfants font quand nous ne sommes pas là, ou quand ils vont, quand ils rentrent, nous savons, et si vous êtes un parent responsable, vous savez suivre et comprendre votre enfant. Donc, un parent qui sait que son enfant est Kuluna et qui trouve que cette pratique, elle est favorable par rapport à eux, parce que l'enfant ramène un $10, un téléphone et qu'on sort, ces parents-là, il est assimilé à un complice. Il est complice de ces forfaits-là, de cet enfant, parce qu'il est en train de cacher des Kuluna pour ses intérêts. Donc, ces parents-là peuvent répondre sur le plan pénal pour que les parents qui restent à la maison deviennent encore plus responsables. Eux-mêmes peuvent dénoncer leur enfant. Un enfant qui n'obéit pas à un parent, il doit être dénoncé afin qu'il puisse revenir à la raison. Alors, par rapport à ces phénomènes Kuluna... Maître, vous avez bien fait d'évoquer ça. Je m'excuse, on n'a pas... Je vais poser toujours une question là-dessus. Est-ce que vous ne voyez pas que accuser le parent, parce qu'il y a Maître Mutamba qui l'a dit, le ministre Mutamba, et même le ministre Jacquemin l'a dit aussi. Vous l'avez dit aussi pendant nos discussions, vous avez dit qu'il y a les parents qui n'ont plus le moyen de prendre en charge leurs enfants et les enfants deviennent rebelles. Alors maintenant, comment accuser le parent que vous connaissez que vos enfants sont des Kuluna? Et nous avons démontré bel et bien ici que, en tout cas, la majeure partie des Kuluna n'ont pas de parents, n'ont pas vraiment un truc sur leur tête. Mais pourquoi maintenant accuser un groupe minime, infime, dire que non, vous êtes responsable et faites ceci, faites ça? Vous ne voyez pas que c'est une fuite en avant du gouvernement? Non, pas nécessairement. Moi, en tant que professionnel de droit, en tant que parent aussi, je dis que ces parents qui gardent leurs enfants sous prétexte parce qu'ils n'ont pas de moyens. Par rapport aux gens qui créent du mal, ce nombre-là est minime. Trouvez la solution sur la majorité des cas que cherchaient des faux fouillants. Non. Sur ce point-là, si j'ai évoqué, c'est pour interpeller les parents. C'est une façon... Je vous pose cette question maintenant parce qu'on a loupé de parler. Je veux qu'on en parle. Oui, c'est ça. C'est ce que je suis en train de répondre. Voilà, allez-y. Oui. L'intervention de le ministre d'État, Maître Mutamba, et l'intervention de VPM, Maître Jacquemin, ils ont tous raison. C'est une façon, sur le plan pénal, les complices existent, les coauteurs existent. Les coauteurs, c'est une personne qui a concouru d'une manière indirecte à la commission de cette infraction. Alors, celui qui a concouru à la commission de cette infraction, qu'il soit indirect, mais il est complice parce qu'il a donner les moyens, que ce soit les moyens financiers, machette, même la protection de ces Kuluna-là, c'est aussi un moyen. Un parent ne peut pas sacrifier son enfant de toute façon. Quand vous, écoutez, c'est sociologique. Là maintenant, vous allez sur le plan psychologique. Moi, je ne veux pas sur le plan juridique et pénal. Sur le plan psychologique, ça passe. Un parent ne peut jamais livrer son enfant. Mais un parent qui sait aussi que son enfant est Kuluna, qui est en train de faire des dégâts, qui est en train de s'aimer la terre, il est en train de donner la mort à des paisibles citoyens, il est complice tant qu'il continue à garder cet enfant et à bénéficier du revenu de cet enfant par rapport à sa criminalité. Oui, là je suis d'accord avec eux, ces parents-là doivent répondre. Parce qu'on ne peut pas dire parce qu'il est pauvre, il permet à son enfant d'aller tuer pour ramener de l'argent à la maison. Je dis non. Là, sur le plan psychologique, je dis non. Ils sont minimes. Alors, nous évoluons vers... Mais on doit quand même les décourager. On doit les décourager. Ah oui, on doit les décourager pour que les autres n'emboîtent pas les pas. Mais c'est comme ça, parce que n'oubliez pas qu'au début de l'émission, nous avons dit que le phénomène Kuluna n'a pas commencé par le phénomène Kuluna. Ça a commencé par le phénomène Phaser. Oui.
Vous comprenez? Du fait qu'on a minimisé les phaseurs. Il y a eu Pomba. Du fait qu'on a minimisé les Pomba, maintenant le Koulouna ramasse et les phaseurs, et les Pomba, et les enfants qui ont de toit chez eux. Vous comprenez? Maintenant, on ne peut plus minimiser. On doit maintenant frapper. Non, on frappe parce que le gouvernement maintenant a pour dire que le gouvernement a peur puisqu'ils ont vu l'exemple de Haïti. C'est pourquoi ils se réfèrent toujours à Haïti, puisqu'ils voient que c'est un danger, pas pour la population comme avant seulement, mais pour le système aussi en Haïti. C'est terrible. C'est ce qui commençait à se faire maintenant, commençait à se dessiner au Congo et surtout à Kinshasa. Je suis parmi ceux-là. Je me rappelle encore vers les années 2017 que je disais que ce phénomène, si on ne met pas fin à ce phénomène risquerait de renverser un jour le régime en place. Parce que déjà, il y a des quartiers où les chefs de Koulouna est plus respecté que le commandant de ce quartier-là. Vous avez vu en image, c'était en Tchangwa-Massina, où un colonel se mettre à genoux pour supplier les Koulouna de partir. Vous n'avez pas vu ces images-là? Oui, on a vu ça. C'est dommage. Voilà, vous comprenez? Donc, ce sont des phénomènes qu'on ne peut plus minimiser. Ça prend tellement de l'ampleur et qu'aujourd'hui, si seulement si ils se mettent tous ensemble, que les Koulouna de Massina, des Ngaba, des Yolo, ils sont peut-être plus de 1000, 2000, 3000, se mettent, ils disent maintenant là on va affronter la police. Mais ça sera plus chaud que ça. On va pas, je dirais, évaluer les dégâts. Parce que voir ces images, un colonel se mettre à genoux pour supplier les Koulouna de partir, c'était inadmissible. C'était vraiment, c'était bon, je manque de mots. Vous comprenez? Mais maintenant que voilà, scandaleux. Maintenant que l'État congolais s'est ressaisi, nous devons l'accompagner, nous qui sommes des professionnels de droit, nous qui sommes des parents, nous qui vivons encore dans des quartiers, je dirais, un peu plus normal. Il n'y a pas assez de Koulouna. Mais de temps en temps, nous entendons que de l'autre côté, c'est comme si le phénomène veut prendre naissance. Et en ce moment, il ne faut pas laisser, parce qu'aujourd'hui, selon plusieurs recherches, on parlait toujours de Koulouna, c'était un phénomène qui sévit dans des quartiers pauvres. Mais aujourd'hui, c'est faux. Aujourd'hui, il y a des Koulouna même à Gombe, il y a des Koulouna à ma campagne. Dans des rues un peu isolées, vous voyez des gens se transformer en Koulouna. Vous comprenez? Il y a des Koulouna au niveau de plateaux de professeurs où il y avait que des étudiants, des scientifiques, mais il y a des Koulouna. Donc maintenant, c'est partout. Donc, comme c'est partout, l'État a compris maintenant que non, la situation, on ne peut plus négliger cette situation. L'État congolais doit revenir, doit prendre ses responsabilités à main et poser l'autorité de l'État afin que ce phénomène puisse disparaître au vrai sens du mot. Et vous savez, vous venez de le dire, il y a eu des politiciens qui ont recruté ces Pomba-là. Et ces Pomba-là, quand ils opéraient, ils opéraient avec des machettes. À l'époque, on les appelait des Pomba. Et aujourd'hui, ces Pomba sont devenus quoi? Ils sont devenus des Koulouna. Donc, cette possibilité d'interpeller les parents qui gardent des Koulouna à la maison, je suis d'avis. Et je dis aussi à l'État congolais, ce n'est pas seulement d'interpeller les parents, mais de sanctionner aussi des commandants de police qui savent qu'il y a son adjoint ou tel policier qui coopère aussi avec des Koulouna pour traquer des paisibles citoyens la nuit. Ça, à Kinshasa, ça se passe. Exactement. Les Koulouna accomplissent ça avec la police pour traquer des gens. Ça s'est fait. Et ces gens-là, ces commandants et ces policiers doivent être sanctionnés sévèrement pour donner des leçons aux autres de ne pas emboîter des pas. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des Koulouna maintenant qui commencent à opérer avec des policiers pour, je dirais, commettre des vols à main armée, mais eux, ils sont en machette, mais à camp de résistance, il y a la police qui tire des coups de balle. Vous comprenez? Et ça devient très dangereux. Et ces situations, on doit vraiment s'y mettre pour mettre fin à ces situations, M. Kayembe. Ok, grand merci, Maître John Chitende. Votre mot de la fin. Oui, mon mot de la fin, je vous dis sincèrement merci de m'avoir invité à participer à votre émission, qui est une émission, je dirais, très scientifique. Elle contribue vraiment au développement de notre système, je dirais, politique, juridique et sécuritaire, parce que elle a le souci d'accompagner, elle a le souci de voir notre État
notre pays s'est développé sur tout le plan. Vraiment, je vous dis infiniment merci et merci à toutes les personnes qui vont nous suivre, que ce soit sur le zone de radio ou sur l'internet. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes là à votre disposition. Nous aimons tous, nous devons aimer le Congo et travailler pour l'intérêt général de la RDC. Et nous devons arrêter d'être, je dirais, complaisants, à se faire manipuler par les étrangers, par des promesses, je dirais, éphémères, par des enveloppes éphémères pour tuer nos frères, pour faciliter l'agression, pour faciliter le pillage, pour faciliter les tueries. Et à la fin de compte, tu seras toujours perdant parce que l'histoire nous enseigne mieux. Ce qui est important, nous devons revenir au bon sens, nous devons cultiver cet esprit des nationalistes, cet esprit de refuser des pots de vin inutiles pour tuer ton frère, refuser de coopérer avec des terroristes pour faire du mal à l'État congolais, parce que cela en dépend de toi, de ta famille et de ta progéniture. Merci beaucoup, M. Kayembe. Nous sommes là pour servir le Congo et très disponibles à répondre à tout moment à vos préoccupations. Merci. Ok, un très grand merci, Maître John Sendé. C'est vraiment à nous de vous remercier puisqu'on a sollicité votre intervention et vous avez accepté sans problème. Nous vous assurons que ça ne sera pas la dernière fois que vous soyez notre invité. Vous avez de la matière et nous avons besoin de gens qui doivent parler aux Congolais puisque quand vous suivez les émissions qui se font à Kinshasa, c'est vraiment du tohu-bohu. Nous voulons avoir des messages pour éduquer notre population. Nous voudrions aussi que les gens qui sont à l'extérieur dans la diaspora, ils ont leur façon de voir les histoires. Au lieu de voir le pays, ils voient le président Tshisekedi qu'on est en train de vilipender à tout bout de champ. Donc nous voulons maintenant avoir tout simplement des cerveaux pour parler aux Congolais et faire avancer l'intérêt du Congo et surtout de nos institutions congolaises. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier très très sincèrement, Maître John Sendé Tshitende, et espérant vous retrouver encore très très prochainement dans nos antennes. Et cette fois-là, peut-être nous espérons que nous aurons des images au niveau de la télévision. Merci et bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à vous aussi. Okay. Alors, à vous tous qui nous suivez du début jusqu'à la fin sur la radio et ceux-là qui vont nous suivre sur YouTube, nous vous remercions d'être toujours au rendez-vous de votre radio-télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Et cette fois-là, nous essayerons de canaliser les histoires dans le sens de vos critiques et surtout de l'amélioration de nos omissions. Nous vous remercions et espérons vous retrouver très prochainement dans notre prochain numéro. En attendant, ciao et à la prochaine.